Thérèse Raquin d'Émile Zola, chapitre 3. 8 jours après son mariage, Camille déclara nettement à sa mère qu'il entendait quitter Vernon et aller vivre à Paris. Madame Raquin se récria. Elle avait arrangé son existence, elle ne voulait point y changer un seul événement. Son fils eut une crise de nerfs, il la menaça de tomber malade si elle ne cédait pas à son caprice. « Je ne t'ai jamais contrarié dans tes propos, lui dit-il. J'ai épousé ma cousine, j'ai pris toutes les drogues que tu m'as données. C'est bien de moins aujourd'hui que j'ai une volonté et que tu sois de mon avis. Nous partirons à la fin du mois. » Madame Raquin ne dormit pas de la nuit. La décision de Camille bouleversait sa vie et elle cherchait désespérément à se refaire une existence. Peu à peu, le calme se fit en elle. Elle réfléchit que le jeune ménage pouvait avoir des enfants et que sa petite fortune ne suffirait plus alors. Il fallait gagner encore de l'argent, se remettre au commerce, trouver une occupation lucrative pour Thérèse. Le lendemain, elle s'était habituée à l'idée de départ, elle avait bâti le plan d'une vie nouvelle. Au déjeuner, elle était toute gaie. « Voici ce que nous allons faire, dit-elle à ses enfants. J'irai à Paris demain, je chercherai un petit fonds de mercerie et nous nous remettrons, Thérèse et moi, à vendre du fil et des aiguilles. Cela nous occupera. Toi, Camille, tu feras ce que tu voudras. Tu te promèneras au soleil où tu trouveras un emploi. »« Je trouverai un emploi, répondit le jeune homme. La vérité était qu'une ambition bête avait seule poussé Camille au départ. Il voulait être employé dans une grande administration. Il rougissait de plaisir lorsqu'il se voyait en rêve au milieu d'un vaste bureau, avec des manches de lustrine, la plume sur l'oreille. Thérèse ne fut pas consultée. Elle avait toujours montré une telle obéissance passive que sa tante et son mari ne prenaient plus la peine de lui demander son opinion. Elle allait où ils allaient, elle faisait ce qu'ils faisaient, sans une plainte, sans un reproche, sans même paraître savoir qu'elle changeait de place. Madame Raquin vint à Paris et alla droit au passage du Pont-Neuf. Une vieille demoiselle de Vernon l'avait adressée à une de ses parentes qui tenait dans ce passage un fonds de mercerie dont elle désirait se débarrasser. L'ancienne mercière trouva la boutique un peu petite, un peu noire, mais en traversant Paris, elle avait été effrayée par le tapage des rues, par le luxe des étalages et cette galerie étroite, ces vitrines modestes lui rappelèrent son ancien magasin si paisible. Elle put se croire encore en province, elle respira, elle pensa que ses chers enfants seraient heureux dans ce coin ignoré. Le prix modeste du fonds la décida, on le lui vendait 2000 francs. Le loyer de la boutique et du premier étage n'était que de 1200 francs. Madame Raquin, qui avait près de 4000 francs d'économie, calcula qu'elle pourrait payer le fonds et le loyer de la première année sans entamer sa fortune. Les appointements de Camille et les bénéfices du commerce de la mercerie suffiraient, pensait-elle, aux besoins journaliers, de sorte qu'elle ne toucherait plus ses rentes et qu'elle laisserait grossir le capital pour doter ses petits-enfants. Elle revint rayonnante à Vernon, elle dit qu'elle avait trouvé une perle, un trou délicieux en plein Paris. Peu à peu, au bout de quelques jours, dans ses causeries du soir, la boutique humide et obscure du passage devint un palais. Elle la revoyait, au fond de ses souvenirs, commode, large, tranquille, pourvue de 1000 avantages inappréciables. « Ah, ma bonne Thérèse, disait-elle, tu verras comme nous serons heureuses dans ce coin-là. Il y a 3 belles chambres en haut. Le passage est plein de monde. Nous ferons des étalages charmants. Va, nous ne nous ennuierons pas. » Et elle ne tarissait point. Tous ses instincts d'ancienne marchande se réveillaient. Elle donnait à l'avance des conseils à Thérèse sur la vente, sur les achats, sur les roueries du petit commerce. Enfin, la famille quitta la maison du bord de la Seine. Le soir du même jour, elle s'installait au passage du Pont-Neuf. Quand Thérèse entra dans la boutique où elle allait vivre désormais, il lui sembla qu'elle descendait dans la terre grasse d'une fosse. Une sorte d'écœurement la prit à la gorge. Elle eut des frissons de peur. Elle regarda la galerie sale et humide. Elle visita le magasin, monta au premier étage, fit le tour de chaque pièce. Ces pièces nues, sans meubles, étaient effrayantes de solitude et de délabrement. La jeune femme ne trouva pas un geste, ne prononça pas une parole. Elle était comme glacée. Sa tante et son mari étant descendus, elle s'assit sur une malle, les mains roides, la gorge pleine de sanglots, ne pouvant pleurer. Madame Raquin, en face de la réalité, resta embarrassée, honteuse de ses rêves. Elle chercha à défendre son acquisition. Elle trouvait un remède à chaque nouvel inconvénient qui se présentait, expliquait l'obscurité en disant que le temps était couvert et concluait en affirmant qu'un coup de balai suffirait. « Bah, répondait Camille, tout cela est très convenable. D'ailleurs, nous ne monterons ici que le soir. Moi, je ne rentrerai pas avant 5 ou 6 heures. Vous deux, vous serez ensemble, vous ne vous ennuierez pas. » Jamais le jeune homme n'aurait consenti à habiter un pareil taudis s'il n'avait compté sur les douceurs tièdes de son bureau. Il se disait qu'il aurait chaud tout le jour à son administration et que le soir il se coucherait de bonne heure.
Pendant une grande semaine, la boutique et le logement restèrent en désordre. Dès le premier jour, Thérèse s'était assise derrière le comptoir et elle ne bougeait plus de cette place. Madame Raquin s'étonna de cette attitude affaissée. Elle avait cru que la jeune femme allait chercher à embellir sa demeure, mettre des fleurs sur les fenêtres, demander des papiers neufs, des rideaux, des tapis. Lorsqu'elle proposait une réparation, un embellissement quelconque, « À quoi bon ?» répondait tranquillement sa nièce. « Nous sommes très bien, nous n'avons pas besoin de luxe. » Ce fut Madame Raquin qui dut arranger les chambres et mettre un peu d'ordre dans la boutique. Thérèse finit par s'impatienter à la voir sans cesse tourner devant ses yeux. Elle prit une femme de ménage, elle força sa tante à venir s'asseoir auprès d'elle. Camille resta un mois sans pouvoir trouver un emploi. Il vivait le moins possible dans la boutique, il flânait toute la journée. L'ennui le prit à un tel point qu'il parla de retourner à Vernon. Enfin, il entra dans l'administration du chemin de fer d'Orléans. Il gagnait 100 francs par mois, son rêve était exaucé. Le matin, il partait à 8 heures. Il descendait la rue Guénégaud et se trouvait sur les quais. Alors, à petits pas, les mains dans les poches, il suivait la Seine, de l'Institut au Jardin des Plantes. Cette longue course qu'il faisait 2 fois par jour ne l'ennuyait jamais. Il regardait couler l'eau, il s'arrêtait pour voir passer les trains de bois qui descendaient la rivière. Il ne pensait à rien. Souvent, il se plantait devant Notre-Dame et contemplait les échafaudages dont l'église, alors en réparation, était entourée. Ces grosses pièces de charpente l'amusaient, sans qu'il sût pourquoi. Puis, en passant, il jetait un coup d'œil dans le port aux vins. Il comptait les fiacres qui venaient de la gare. Le soir, abruti, la tête pleine de quelques sottes histoires contées à son bureau, il traversait le jardin des plantes et allait voir les ours, s'il n'était pas trop pressé. Il restait là une demi-heure, penché au-dessus de la fosse, suivant du regard les ours qui se dandinaient lourdement. Il se décidait enfin à rentrer, traînant les pieds, s'occupant des passants, des voitures, des magasins. Dès son arrivée, il mangeait, puis se mettait à lire. Il avait acheté les œuvres de Buffon, et chaque soir il se donnait une tâche de 20, de 30 pages, malgré l'ennui qu'une pareille lecture lui causait. Il lisait encore en livraison à 10 centimes l'histoire du consulat et de l'empire de Thiers et l'histoire des Girondins de Lamartine, ou bien des ouvrages de vulgarisation scientifique. Il croyait travailler à son éducation. Parfois, il forçait sa femme à écouter la lecture de certaines pages, de certaines anecdotes. Il s'étonnait beaucoup que Thérèse pût rester pensive et silencieuse pendant toute une soirée sans être tentée de prendre un livre. Au fond, il s'avouait que sa femme était une pauvre intelligence. Thérèse repoussait les livres avec impatience. Elle préférait demeurer oisive, les yeux fixes, la pensée flottante et perdue. Elle gardait d'ailleurs une humeur égale et facile. Toute sa volonté tendait à faire de son être un instrument passif, d'une complaisance et d'une abnégation suprême. Le commerce allait tout doucement. Les bénéfices chaque mois étaient régulièrement les mêmes. La clientèle se composait des ouvrières du quartier. À chaque 5 minutes, une jeune fille entrait acheter pour quelques sous de marchandises. Thérèse servait les clientes avec des paroles toujours semblables, avec un sourire qui montait mécaniquement à ses lèvres. Madame Raquin se montrait plus souple, plus bavarde, et à vrai dire, c'était elle qui attirait et retenait la clientèle. Pendant 3 ans, les jours se suivirent et se ressemblèrent. Camille ne s'absenta pas une seule fois de son bureau, sa mère et sa femme sortirent à peine de la boutique, Thérèse, vivant dans une ombre humide, dans un silence morne et écrasant, voyait la vie s'étendre devant elle, toute nue, amenant chaque soir la même couche froide et chaque matin la même journée vide.